et notamment à la question de l'intime face à une expérience récente pour beaucoup d'entre nous qui fut celle du confinement. Euh, pour cela, nous recevons Michael Fussell, qui est philosophe, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Euh, Quelques règles avant que nous commencions. La petite heure que nous allons passer ensemble va se dérouler en deux parties. Une première partie où je vais interroger Michael Fussell et dialoguer avec lui pour poser un certain nombre de cadres. Et un deuxième moment où je relayerai vos questions pour que Michael Fussell puisse y répondre, en sachant que je relayerai le plus de questions possible. Il y a toujours quelques questions qu'on n'a pas le temps de poser, j'en suis désolé, mais c'est aussi la règle de ce genre d'exercice. Euh, Vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans la partie qui s'appelle Q&A, et non dans la partie chat, si vous pouvez. Si vous pouvez. Et donc, dès maintenant, vous pouvez poser les questions. Je les vois au fur et à mesure défiler et je les poserai à Michael Fussell dans la deuxième partie de notre entretien. Donc, Michael Fussell, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes philosophe, donc professeur à l'École polytechnique, directeur du LYNX, le laboratoire de sciences humaines et d'humanité de l'École polytechnique. Vous dirigez aussi la collection L'Ordre philosophique au Seuil avec Jean-Claude Monod, et vous avez une bibliographie importante dans laquelle se mêlent des livres sérieux académiques, notamment sur Kant. On peut citer Le scandale de la raison aux éditions Honoré Champion, mais aussi des essais, dont l'un va servir d'appui à notre discussion d'aujourd'hui, qui s'appelle La privation de l'intime au seuil. On mettra, on mettra le lien dans la description de la vidéo, mais aussi d'autres essais plus récents, notamment sur la nuit. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de cette question de l'intime, revisiter un petit peu cette question à la lumière de cette expérience récente du confinement. Mais peut-être une petite question avant, Michael Fussell, pour introduire notre conversation. Jusqu'à présent, dans les minutes de l'X, on a reçu des économistes, des mathématiciens, des spécialistes de biochimie. Pourquoi un philosophe Alix finalement? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, évidemment, il m'est pas très facile de répondre, moi, à cette question. Pourquoi un philosophe Alix? Ce que je peux dire, c'est deux choses. D'abord, depuis, à ma connaissance, du moins depuis la création de l'école en 1794, il y en a toujours eu, ou il y a toujours eu en tout cas un enseignement, disons, d'humanité et de sciences humaines, d'humanité comme on disait à l'époque, qui était tourné vers la philosophie parce que, eh bien, dans l'idée des Lumières, finalement, puisque l'école polytechnique est née au siècle des Lumières et même pendant la Révolution française, l'idée était que la formation scientifique devait être accompagnée par une formation plus générale et qui était en lien, je dirais, aussi avec l'idée de progrès, au fond, et une certaine réflexion autour de cette idée. Alors, donc d'une part, il y a une tradition qui est propre à l'école polytechnique, peut-être un peu plus généralement, en tout cas à la France, qui est que même dans les écoles scientifiques, même d'ailleurs aussi plus tard dans les écoles de type commercial, un enseignement est délivré en philosophie ou en histoire des idées, je dirais simplement pour permettre, dans le meilleur des cas, hein, c'est là où évidemment c'est pas moi qui peut en être juge, dans le meilleur des cas, permettre aux étudiants, aux élèves, disons, d'avoir ou d'acquérir une sorte de réflexivité par rapport aux savoirs scientifiques qui leur sont enseignés. Alors, à quoi ça sert aujourd'hui? Bon, on pourrait répondre, comme on le fait parfois, que la philosophie, ça ne sert à rien et que c'est pour ça que c'est important. C'est un peu une solution de facilité. Moi, je dirais plutôt que, en tout cas, l'expérience que j'ai maintenant depuis quelques années de l'enseignement à l'IX est une expérience un peu symétrique que celle qu'on peut faire à l'université ou a fortiori dans le secondaire. C'est-à-dire que au lycée ou même dans certaines universités, le but, d'une certaine manière, c'est de montrer qu'il y a, même dans la philosophie, des possibilités d'accéder à des vérités, bon, ou à des savoirs en tous les cas. Que des étudiants qui sont par ailleurs, comme nous tous, hein, confrontés en permanence à l'opinion, à des opinions, démultipliées aujourd'hui par les réseaux sociaux, eh bien, le travail consiste en quelque sorte à rappeler qu'il y a des savoirs qui ne sont pas des opinions, y compris hors de la science. Alors à Polytechnique, c'est un peu symétrique parce que
On a là des élèves qui, pour la plupart d'entre eux, et c'est bien normal, pensent que la vérité existe et pensent qu'elle est essentiellement scientifique. Alors mon travail, en tout cas c'est comme ça que que j'essaie de le faire, consiste à plutôt introduire de l'incertitude ou en tout cas du doute par rapport à des croyances dans la vérité scientifique. Et au fond, bon, c'est un peu un travail, je dirais, basique de philosophie, c'est-à-dire rendre problématique ce qui apparaît évident sur des questions qui sont des questions qui peuvent aller, bon, je parle là des thèmes que j'ai abordés ces dernières années, la nature de la démocratie, qu'est-ce qu'une crise, la question de l'individualisme, vous voyez, tous ces thèmes, ces thématiques, ces questions qui sont très présentes, l'individu, la démocratie, la crise, sont très présentes dans le discours médiatique ou dans le discours politique, et dont la philosophie permet de comprendre d'abord qu'elles sont présentes depuis un certain temps, et qu'on peut en faire une histoire des significations, et que cette histoire nous arme aussi, c'est quand même ça le but ultime, alors là, est-ce qu'on réussit ou pas, c'est autre chose, mais que cette histoire nous permet de nous arme pour mieux comprendre aussi les enjeux contemporains. Au fond, on ne perd pas son temps à montrer que les mots et les concepts ont une histoire, ont des usages, et cela permet aussi, parce que cela permet justement d'être peut-être un peu moins démunis lorsqu'ils sont convoqués dans le débat public. Et par exemple, puisqu'on va parler de l'intime, bon, c'est une notion euh, qui est souvent requise, mais rarement définie, et la philosophie, ça sert aussi justement à définir un peu mieux les notions, les concepts, les idées, de telle sorte qu'on puisse en faire un usage qui soit peut-être un peu moins naïf, ou qu'on puisse avoir un rapport plus réflexif et plus problématique avec les discours qui nous environnent et qui et parfois nous submergent. Alors justement, Michael Fussell, dans ces minutes de l'X, on a, on a déjà largement parlé de la crise, de pourquoi le confinement, de ce que ça avait permis d'éviter, mais on n'en a toujours pas, on n'en a jamais parlé dans justement ce rapport à la question de l'intime. Or, justement, l'une des choses que nous révèle pas simplement le confinement comme mesure de sécurité, comme mesure sanitaire, mais comme expérience qu'on a vécue pour beaucoup d'entre nous, effectivement, a été une expérience d'un retour peut-être, ou en tout cas c'est comme ça que ça a été dit par certains, vers l'intime. Et donc on peut effectivement se poser la question de comment est-ce que ça a changé notre rapport à l'intime. Est-ce que ça a transformé des choses durablement ou pas? Et évidemment, en commençant peut-être par reposer la question de ce que c'est que l'intime, puisqu'on a vu de plus en plus euh, le social s'inviter dans notre intimité à travers des objets techniques, notamment les dispositifs de visioconférence tels qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, mais aussi, mais aussi l'intime aller au-devant du travail. Par exemple, quand je fais une réunion avec mes collègues de travail, ils voient comme vous aujourd'hui ma bibliothèque, qui est une part de l'intime que je ne partage pas d'habitude avec mes collègues. Et donc finalement, est-ce que ça n'a pas un peu brouillé notre vision de l'intime, ou en tout cas, est-ce que ça l'a pas un peu redéfini? Voilà, c'est toutes ces questions peut-être qu'on peut commencer par aborder en prenant peut-être le fil de la définition d'abord, puisque c'est... Alors, je dirais que peut-être avant d'arriver à la définition, puisque l'une des formes un peu particulières de la philosophie, c'est qu'on définit à la fin, une fois qu'on a essayé d'exclure les mauvaises définitions, on essaie de trouver la bonne, et c'est l'exercice auquel peut-être je vais essayer de me soumettre rapidement. Le premier point, c'est qu'effectivement, vous l'avez suggéré dans votre question, l'événement dans ce que nous venons de vivre, l'événement, à mon sens, hein, n'a pas été constitué par l'épidémie comme telle, hein, qui a ses caractéristiques propres et je dirais sa nouveauté aussi propre, mais enfin qui, au regard de l'histoire, n'est pas ni quant à sa gravité, ni même quant à sa rapidité de diffusion. Évidemment, l'aspect mondial la caractérise, mais enfin, ce n'est pas une nouveauté absolue. En revanche, ce qui est vraiment nouveau, et quoi que l'on en pense par ailleurs, ce sont les mesures qui ont été prises pour faire face à cette épidémie, et qui sont essentiellement des mesures de confinement. Alors après, peut-être on y reviendra, qui n'ont pas été les mêmes dans tous les pays, mais enfin disons qu'il n'existe pas de pays, sauf peut-être la Suède et la Corée du Nord, qui n'ait pris absolument aucune mesure. Et le confinement est un événement parce que, je dirais tout à fait au sens fort du terme événement, hein, c'est-à-dire quelque chose d'absolument nouveau, parce qu'on peut dire d'une certaine manière
que c'est pas la première expérience mondialisée que nous avons, parce qu'il y a eu des guerres mondiales, bon, et il y a eu encore il y a 10 ans une crise économique mondiale, mais parce que je dirais qu'en quelque sorte, hein, et sans, quasiment sans exception, nous avons tous été touchés par cet événement, et précisément dans notre intime. On a beaucoup discuté sur les différences, et on a bien fait, sociales de confinement. C'est pas la même chose d'être confiné à 7 dans un studio de banlieue et d'avoir la chance de pouvoir se retirer dans une maison de campagne. Mais enfin, il y a quand même un point commun, c'est que malade ou pas, et fort heureusement l'extraordinaire majorité d'entre nous n'avons pas été malades, mais malades ou pas, nous avons tous dû intégrer dans nos corps, et là on commence déjà à toucher un peu à l'intime, nous avons tous dû toucher dans nos corps cette expérience. C'est-à-dire que, pour reprendre la formule du président de la République, on est face à un virus, bon, appelons ça un ennemi invisible, mais l'ennemi invisible, le virus, donc, invisible à l'œil nu, si je puis dire, et en plus, il y a beaucoup de cas d'asymptomatiques, donc même quand on en est porteur, on n'est pas garanti de le savoir. L'ennemi invisible, il se traduit dans les corps, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus visible. Il se loge dans les corps. Et par conséquent, la stratégie qui a été prise, c'est ça le confinement, consistait à dire, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas ici développer, hein, elles sortent de ma compétence, pour éviter l'afflux trop important de malades à l'hôpital, eh bien, a décidé de faire comme si nous étions malades. Parce que c'est ça, finalement, le confinement. C'est-à-dire partir du présupposé que nous étions malades d'une maladie particulièrement contagieuse. Autrement dit, il fallait, pendant un temps déterminé, agir comme si nous l'étions, c'est-à-dire rester chez soi. D'ailleurs, rester chez vous était l'un des mots d'ordre de cette séquence. Bon. Alors, le chez vous, parce que c'est là qu'on commence peut-être à rentrer dans la question qui nous préoccupe, qu'est-ce que c'est qu'être chez soi? Et puis, est-ce que tous les chez soi se valent? Est-ce que être chez soi, c'est une liberté ou est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est je dirais un triomphe ou en tout cas une petite parenthèse sur l'injonction au mouvement qui caractérise beaucoup nos sociétés, hein, les sociétés de la mobilité? Donc, est-ce que c'est une parenthèse heureuse, je dirais, à l'intérieur de cette mondialisation du mouvement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme d'assignation à résidence, voire même de séquestration pour certains? Je pense en particulier ici d'ailleurs aux enfants, pour lesquels certainement la chose a été aussi bien que pour les personnes les plus âgées, la plus difficile à vivre, parce que nous pouvons, nous adultes, nous représenter ce que c'est ce rapport entre un ennemi invisible et puis des corps visibles qui deviennent potentiellement contagieux. Bon, mais pour les enfants, c'est sans doute plus difficile. Je crois que la question, évidemment, c'est de savoir, comme vous l'avez dit d'ailleurs, est-ce que ça nous a ramené à l'intime ou est-ce que ça nous a isolés? Et là, il faut effectivement partir du fait que je ne crois pas qu'on puisse simplement se contenter de dire, même avant de définir l'intime, on puisse se contenter de dire que, bon, ça a été, je ne parle même pas des différences sociales entre le statut des confinés, hein, bon, qui mériteraient aussi qu'on développe beaucoup, hein, mais simplement au sens où désormais, dans des sociétés de l'information, on le voit d'ailleurs précisément en ce moment, même quand on est chez soi, on n'est pas tout seul. On est entouré d'images, de sons, d'interruptions par le téléphone portable, et puis effectivement, vous l'avez dit, du social, c'est-à-dire du travail, disons, qui pour beaucoup s'invite, sans qu'on l'y ait forcément invité d'ailleurs, mais s'invite chez nous. Et là, il y a quelque chose, je pense qu'il faut partir le télétravail est vécu avec plus ou moins de bonheur, mais enfin, il faut partir peut-être quand même de cet étonnement qui parfois devient un peu un malaise et que vous avez suggéré, qui consiste à faire entrer une caméra chez nous et donc, d'une certaine manière, le regard des autres. Alors, il y a déjà toutes sortes de techniques qui consistent, je ne les ai pas utilisées ici parce qu'en général, elles ne sont pas encore très abouties, je trouve, du point de vue esthétique, à voiler un peu l'arrière-fond de son appartement, bon, parce que bon, bah, il y a quand même l'idée que chez soi, ça ne regarde que soi. Bon, et là, on commence déjà à être dans l'idée d'intime, soi et les autres que nous acceptons dans notre intimité, et pas ceux qu'on les aime ou pas, c'est pas la question, mais enfin, qui traversent notre vie sociale. Et là, il est certain que le confinement a constitué une étape supplémentaire dans
ce que j'appellerais, disons, la porosité de la frontière entre le dedans et le dehors. On était habitués déjà, beaucoup d'entre nous étions habitués à ne plus très bien savoir si on était dans une période de travail ou pas. Bon, c'est la question qui s'est posée du droit à la déconnexion, c'est-à-dire le fait de pouvoir séparer les sphères de la vie et de ne pas recevoir des textos liés à son travail un samedi à minuit et demi. Bon. Désormais, avec le confinement, ce qui était jusque-là l'exception, je dirais en tout cas peut-être pas chez des cadres qui eux-mêmes étaient déjà assujettis beaucoup à ce type de temporalité, mais ce qui était quand même l'exception socialement est devenu la règle pour tous ceux qui étaient assujettis au télétravail, c'est-à-dire, je répète, à ce paradoxe qui veut qu'on est ramené à l'intime, et un intime on est ramené chez soi pour être précis, mais un chez soi qui va se peupler, ou qui a été peuplé, de regards, ou en tout cas d'oreilles, hein, parce que parfois on peut choisir de ne pas se montrer, mais en tout cas d'oreilles pour des réunions, etc., qui posent évidemment toute une série de problèmes et qui, à mon avis, ne vont pas dans le sens d'une valorisation de l'intime réel, c'est-à-dire de l'intime en tant que, et c'est là qu'on peut commencer peut-être par le définir, en tant que l'intime, c'est quand même une réserve de critique ou en tout cas de réflexivité par rapport à la société. Pour prendre un seul exemple, mais qui n'est pas le moindre, dans la tradition occidentale moderne, en tout cas, la relation amoureuse est très souvent décrite, hein, on peut penser déjà à Roméo et Juliette, elle est pensée comme une relation qui se vit à la marge de la société, qui se vit parfois contre la société dans des systèmes où les individus n'avaient pas, en tous les cas, comme ils l'ont un peu plus aujourd'hui quand même, mais ils n'avaient pas le droit de choisir, d'élire, comme on le dit si bien, la personne qu'ils aimaient. Par conséquent, il y a quand même dans la notion d'intime l'idée que ce que je vis avec d'autres eh bien, doit se vivre à l'abri du regard social. Parce que ce regard social est souvent un jugement social. Et effectivement, vous avez dit, bon, on se met devant sa bibliothèque, ou on choisit comme moi de ne pas le faire parce que c'est trop attendu quasiment comme professeur de philosophie. Mais dans tous les cas, on se pose la question, qu'est-ce que je vais montrer de chez moi ou de ce que d'habitude je ne montre pas à mes collègues ou, bon, ou même à des personnes qui ne sont même pas mes collègues, à mes clients. Ou, bon. Et la question se pose, je crois, à tout un chacun parce que l'intime, c'est ce qu'on cherche à préserver, de plus en plus difficilement, il faut bien le dire, dans les sociétés numériques. Et la question qui se pose, et peut-être sur laquelle on pourra rebondir, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à le préserver? C'est-à-dire quelle part de liberté ça engage, quel type de valeur est-ce qu'on a envie d'associer à l'intime? Je crois que la première piste à explorer, c'est que l'intime, c'est ce qui échappe à l'évaluation sociale et en principe du moins au régime, disons, de compétences et de concurrence qui sont à l'œuvre dans la vie professionnelle. Mais en disant ça, quelque part, ce qu'on dit aussi, c'est que l'idée de lier l'intimité au foyer est une erreur. En tout cas, le fait de se confiner chez soi, ça peut être se couper d'une partie d'un intime qui n'est pas là. Par exemple, on parle d'amis intimes. L'ami intime ne vit pas forcément chez vous, en général pas d'ailleurs. On peut aussi parler de gens qui sont ensemble mais ne vivent pas ensemble. Et donc finalement, c'est vrai que ça nous a repliés sur un intime, si jamais c'était de l'intime, extraordinairement limité par rapport à ce à quoi on avait pu être habitué. Ben, dans l'image majoritaire, disons, enfin socialement majoritaire de l'intime, on a, c'est tout à fait normal, hein, je ne le critique pas, on a la famille. Bon. Mm. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, ça exclut, si on en restait à l'intime, c'est la famille, enfin en tout cas la famille choisie, hein, c'est-à-dire au couple avec ses enfants, peut-être pas forcément les parents, à la famille choisie donc, ça exclut de l'intime, bon bah les célibataires, ou effectivement même les relations amicales. C'est pour ça qu'à mon avis, Ou les amants et maîtresses. ou les amants et les maîtresses, oui, tout ce qui est, disons, précisément, c'est un bon exemple, précisément ce qui n'est intime qu'à la condition de demeurer malgré tout secret, hein, bon, caché. Pas seulement caché à la personne que l'on trompe, dans ce cas-là, bon, ça c'est pas forcément très glorieux, mais caché au jugement social sur le mode de vie que l'on a choisi avec d'autres. Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une confusion, et on l'a tout de suite vu d'ailleurs dans les premiers effets du confinement,
c'est que très vite, bon, bah, cette formule, là, restez chez vous, partez un peu du principe que chez nous, chez soi, c'est-à-dire bon, dans son appartement, dans sa maison, dans sa famille, c'était nécessairement le lieu de la protection, hein, puisque je rappelle quand même que c'était pour faire face à un danger, qui était le danger de la maladie. Or, très vite, le gouvernement a été obligé de prendre des mesures qui rappelaient, bon, ce qui aurait, à mon avis, pu être pensé un peu plus tôt, que bon, bah, il y a quand même malheureusement beaucoup de chez soi, de familles ou de lieux privés qui ne sont pas des lieux de protection, hein, au regard des violences conjugales, des violences faites aux enfants, et puis au-delà même du caractère le plus tragique de la violence physique, mais même des difficultés, de la douleur, et sinon de la douleur, du moins de l'énervement que peuvent créer cette situation dans laquelle précisément on est ramené alors, je ne dirais pas moi tellement à une intime, à l'intime qu'à une promiscuité qui peut être porteuse de violence, d'incompréhension, de tension. Et on a beaucoup vu circuler, on voulait la mettre, je dis ça pour nos auditeurs, je ne sais pas, les personnes qui suivent Les cette participants, oui. conférence et que je ne vois pas, hélas, nous voulions mettre une vidéo qui a beaucoup circulé, qui a été virale, comme on dit maintenant, ce qui d'ailleurs est une métaphore un peu étrange en pleine pandémie, mais bon, d'un homme à qui on proposait pour le coronavirus ou pendant le période de confinement, soit A, de vivre avec ses enfants et sa femme, soit B, alors la proposition B n'avait même pas eu le temps d'être formulée pour que, après 3 jours de confinement, bon, cet homme dise bi, 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 puis c'est en anglais, hein, bon, donc il choisit tout sauf l'isolement. Alors évidemment, c'est Les enfants. tout sauf l'isolement, enfin tout sauf l'isolement familial. Bon. Mm. Alors sur le mode humoristique, ça rappelle que bon, bah, parfois l'intime n'est pas toujours heureux, ou plus exactement d'ailleurs, si je reprends maintenant et qu'on vient vers la définition que je crois être la bonne de l'intime, qu'il y Avant a... la définition, peut-être qu'on peut en profiter pour lancer le petit sondage qu'on avait préparé, Oui, qui s'adresse justement à nos participants pour nous faire une petite idée, voilà, de la manière dont ça a été vécu aussi. Et on voulait vous demander, vous, est-ce que vous avez eu le confinement heureux? Est-ce que, indépendamment des situations dramatiques dont parle Michael, mais voilà, est-ce que ça a été un moment de félicité où vous avez pu vous retrouver vous-même, retrouver votre famille? Parfois oui, parfois non, parfois c'était plus compliqué que ça. Euh, voilà, n'hésitez pas à répondre et surtout appuyez bien sur le bouton Submit pour que votre réponse soit prise en compte. Voilà, excusez-moi, hein, mais comme ça permet de lancer le sondage. Donc, on va voir les résultats dans 2 minutes. alors j'espère que vous garantissez d'ailleurs à ceux qui répondent de ne pas avoir L'anonymi- justifié après auprès de leurs proches, s'ils on répondent dit non. de Bon. l'anonymité, une anonymisation totale en tout cas. Alors, évidemment, pour revenir à cette question de l'intime heureux ou pas heureux, bon, je crois qu'il y a une confusion majeure qui règne. C'est la confusion, non pas d'ailleurs entre l'intime et le public, comme on le dit souvent, mais entre l'intime et l'intimité, ou plutôt entre l'intime et le privé. On a l'habitude de penser que l'intime, c'est l'intimité, c'est-à-dire au fond, c'est le rapport à soi, éventuellement le rapport à sa famille, mais en tous les cas, par exclusion de tout rapport aux autres, je veux dire aux inconnus. Or, l'intime, bon, c'est là où je ne sais pas si ça sert, mais en tout cas, c'est là où moi, ça m'intéresse de faire un peu d'histoire des notions. Quand c'est que ça apparaît? Comment se fait-il que cette notion ait une telle importance dans la tradition de la pensée philosophique, religieuse, et puis finalement, à la fin des fins, dans notre propre esprit, hein, et dans nos propres désirs. Et le mot intime et le concept d'intime apparaît dans une tradition religieuse, et c'est pas un hasard, chez Saint Augustin, qui est le premier, donc on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors on a les résultats du sondage qui nous montrent des gens qui ont été, alors on ne sait pas si c'est sous le coup de la menace ou pas, mais qui nous répondent qu'ils ont été assez majoritairement plutôt heureux pendant le confinement, à 46%.
Alors, ben, écoutez, tant mieux, mais ça prouve qu'il il y a une possibilité de refaire du lien intime, je veux dire, dans les conditions du confinement. Mais ce qui me semble important, c'est que l'intime, c'est justement un lien, Mm. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que si on prend la citation d'Augustin, que l'on a quelque part, je crois, sur le PowerPoint, Saint Augustin, dans les Confessions, donc ce qui est la première forme, disons, de l'autobiographie, on dirait aujourd'hui, bon, raconte sa vie, et sa vie, bon, comme il deviendra un saint, bon, c'est évidemment une vie qui est orientée vers la conversion à la foi chrétienne, mais qui, comme toute conversion, est précédée par des erreurs, des errements, en particulier une vie très déréglée du point de vue sexuel ou du point de vue amoureux. Et pour dire un mot du contexte dans lequel le mot intime va apparaître pour la première fois, eh bien, Saint Augustin, à un moment, explique qu'il a cru, quand il était jeune, que Dieu, c'était, comme beaucoup le pensaient d'ailleurs à l'époque où il écrit, c'est-à-dire au 5e siècle après Jésus-Christ, pensait que Dieu, c'était le soleil, c'était la lune, donc c'était des astres, que Dieu était dehors, il était quelque part sous la figure, soit d'un animal sacré, soit d'un astre sacré, bon, que Dieu était donc une réalité extérieure et physique. Et puis évidemment, se convertissant au christianisme, il explique qu'il s'est trompé et que là, il a découvert que Dieu était, alors je reprends là, c'est en latin, ben, c'est pas seulement pour faire chic, c'est parce que grammaticalement c'est important pour savoir ce que veut dire intime, intérieur, intimo meo, Dieu est plus intérieur que ce qu'il y a de plus intérieur, intimo, en moi. Donc, et Dieu est profondément logé, si je puis dire, dans mon âme. C'est là que c'est intéressant du point de vue de la grammaire parce que intime, en fait, c'est un superlatif. L'intime, c'est ce qu'il y a de plus intérieur. C'est ce qui est vraiment la chose qui m'est le plus proche de moi-même, si je puis dire. Mais, dans cette formule, Augustin dit, ce qui est de plus proche de moi-même, ça n'est pas moi, c'est un autre. Bon, alors évidemment, pour saint Augustin, cet autre, c'est Dieu. Mais je dirais que dans la tradition moderne, cette fois-ci, c'est-à-dire celle qui a, non pas abandonné, hein, mais qui a relativisé, disons, la dimension religieuse de l'expérience, on a conservé quand même cette idée que, cette croyance, et surtout, j'espère pour beaucoup, cette expérience, que ce qui est le plus proche de moi-même, c'est pas forcément le moi, c'est-à-dire c'est pas forcément ce que je peux être tout seul, et que moi j'appellerais plutôt l'intimité ou le privé. Hein. Bon. Il y a des êtres, alors cette fois-ci, c'est plus forcément Dieu, ça peut être Dieu hein, encore pour beaucoup d'entre nous, mais il y a des êtres humains qui sont, ou parfois même d'ailleurs des objets, hein, bon, je pense pour les enfants à leur doudou, et puis ensuite pour les adultes qui se maintiennent parfois dans l'enfance, on a des objets sacrés, donc on considère qu'au fond, ils sont plus protecteurs pour nous-mêmes que nous ne le sommes nous-mêmes. C'est-à-dire, et c'est ça qui me paraît fondamental, l'idée de l'intime, c'est l'idée d'un certain nombre de liens qui m'apprennent sur moi-même ce que je ne pourrais pas découvrir tout seul. C'est pour ça que l'intime, ça va de l'amour à l'amitié, en passant par des désirs de nature parfois éphémère. Mais en tous les cas, c'est toujours l'idée que, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on partage en principe ses secrets avec ses intimes, c'est qu'on pense que, on suppose, ou plutôt on admet, et c'est pas évident d'admettre ça, on admet que certains autres en savent un peu plus sur moi-même que je n'en sais moi-même. Autrement dit, qu'ils peuvent m'apprendre quelque chose sur moi-même ou qu'ils me rendent meilleur d'une certaine manière. Quand je dis ça n'est pas toujours facile, c'est que quelqu'un qui est enfermé en soi-même, ou quelqu'un de particulièrement narcissique, ou quelqu'un de particulièrement, je dirais, pauvre en intimité, c'est pas du tout quelqu'un qui justement, serait totalement seul avec lui-même. C'est au contraire quelqu'un qui se suffit à lui-même et que pour accepter de rentrer dans une relation intime, avec tous les risques que cela comporte, évidemment, si c'est Dieu l'intime, le plus intime de tous, bon, en principe, lui ne nous trahira jamais hein, dans la croyance religieuse. Mais si c'est un être humain, évidemment, accepter d'entrer dans une relation intime, cela implique le risque d'être trahi. Et tout le monde sait, je crois, que les pires trahisons, les pires souffrances psychologiques, du moins, sont celles où on se sent lâché par des intimes, hein, de l'ami jusqu'à l'amour. Hein. C'est-à-dire où la personne à qui on avait donné d'une certaine manière le droit d'entrer, hein, et là on retrouve la question du confinement, hein, le droit d'entrer chez nous, en nous, eh bien tout d'un coup se révèle être ou pas à la hauteur, ou avoir menti, ou avoir trahi. Alors, ce qui est très important, je crois, c'est de retenir de cela que l'intime, c'est un lien
c'est pas l'absence de lien, c'est pas l'intériorité. Et j'ai vu que la plupart, effectivement, pas la plupart, mais une grande partie de de nos auditeurs, je suis désolé de vous appeler comme ça, parce qu'en principe, on dit, on s'adresse plus directement aux gens, ont eu le confinement, ou on considère qu'ils ont eu un confinement heureux. Il y a deux manières, disons, je pense, d'avoir eu un confinement heureux. Bon. Il y a celle précisément d'avoir pu souffler par rapport au monde social qui empêchait l'intime en réalité, c'est-à-dire dans lequel on est obligé, disons, en permanence d'être sous un regard qui est un regard social, professionnel, de la concurrence, de la compétence, de la performance. Et donc, je comprends tout à fait de ce point de vue-là que un confinement puisse être un moment de parenthèse plutôt heureux, en ce sens qu'en principe, justement, dans les relations avec nos intimes, nous ne sommes pas censés être en permanence performants. Puisque précisément, on peut abandonner à l'autre le soin, disons, d'une certaine manière, bon, bah, de nous redonner du courage quand nous n'en avons pas, et puis d'accepter nos faiblesses et de ne pas les voir comme des tares, en quelque sorte. Bon. Ceux qui ont eu le confinement malheureux, en revanche, sont, bon, soit parce que peut-être ils ont été seuls, soit parce qu'on peut être seul au milieu de beaucoup de gens, y compris chez soi, parce que précisément cette impossibilité de sortir, cette impossibilité, enfin, on pouvait sortir, mais cette impossibilité de sortir socialement faisait au fond qu'on n'était pas dans l'intime, tel que moi je le définirais à la suite d'Augustin, on était plutôt dans une intériorité, et très vite, évidemment, constamment, intériorité qui peut devenir obsédante, hein, toujours se poser la question, surtout quand on a quand même plus ou moins peur, ou pour soi ou pour ses proches, d'une maladie, bon, dans laquelle il n'y a plus de transaction avec les autres, et qui en plus, ça c'est l'aspect évidemment le plus propre à notre époque, une intériorité qui est toujours brouillée, sinon embrouillé, par des informations venant de l'extérieur sur le taux de létalité, le nombre de morts. Hein. On a quand même vécu pendant 2 mois avec comme principale information mondiale le nombre de morts. Bon, ça ne nous place pas véritablement forcément dans une situation extrêmement Oui. joyeuse. Mort au passage d'ailleurs, ça c'est un point quand même qu'il faut noter. Mort ou malade plutôt, et pas malade seulement du coronavirus, hein, qu'il n'a pas été possible pendant longtemps d'aller visiter. Enfin, les morts d'enterrer et les malades, gravement malades, d'aller visiter. Et là, il faut quand même justement se poser la question, pour des raisons sanitaires qu'on peut comprendre, mais enfin, au bout d'un moment, le sanitaire, il comporte aussi la psychologie et puis je dirais la possibilité justement de l'intime. Et l'intime, précisément, ça passe par le toucher, par exemple. C'est-à-dire, bon, précisément, on ne, on ne laisse pas n'importe qui nous toucher, si je puis dire, mais par contre, dans les moments particulièrement dramatiques de l'existence, et les moments qui pour l'une des deux personnes d'un couple, par exemple, ou pour une famille d'ailleurs, pour un membre d'une famille, sont les moments ultimes, je dirais, bon, où la parole n'est pas forcément la chose que l'on peut le plus facilement convoquer, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en train de partir, bon, bah, le toucher, la présence physique, je dirais, c'est précisément le seul baume, la seule consolation que l'on peut apporter. Et là, il faut voir que l'intime n'a pas été de ce point de vue-là, je trouverais bien qu'on ait été en confinement, a priori on retrouvait justement la force de l'intime, mais pour ceux qui ont été confrontés, hélas, pendant cette période à des événements dramatiques, de perte de l'autre, de nécessité du deuil, la question au fond, de rappeler à la société la valeur de sa propre vie intime n'a pas, au moins dans les premiers mois, ou les premières semaines plutôt, été respectée. Alors en raison évidemment qui nous renvoie à la nature du coronavirus, c'est-à-dire sa contagiosité. Et la contagiosité d'une maladie, je dirais, c'est-à-dire le fait que le contact avec le corps de l'autre puisse constituer en tant que tel déjà un danger, un risque, voire éventuellement un risque mortel, évidemment, ça annule la possibilité de l'intime. Euh, C'est-à-dire, et on le voit bien, avec la généralisation des gestes barrières. Bon, encore une fois, je ne porte pas de jugement sanitaire sur, enfin, sanitairement, c'est utile, mais enfin, je veux dire, je ne porte pas de jugement général sur cette manière d'organiser par ce qu'on a appelé, à mon avis, à tort, la distanciation sociale. Hein, c'est plutôt la distanciation physique, parce que là, socialement, nous n'étions pas tellement distendus, puisque précisément, maintenant, on a énormément d'instruments sociaux, hein, de réseaux sociaux, comme on dit,
qui permettent de maintenir un contact, et à certains égards sans doute tant mieux, mais par contre la distanciation physique, l'abandon au corps de l'autre, l'abandon ne voulant pas forcément dire immédiatement la sexualité, hein, le simple fait déjà d'embrasser quelqu'un dans la rue, bon, de faire la bise à quelqu'un, bon, de serrer la main même, devenait potentiellement dangereux, et de ce point de vue-là, donc impossible. Ce qui fait que c'est pas tellement le lien intime qui a été valorisé qu'une forme, disons, d'autonomie du sujet qui devait en quelque sorte en permanence se poser la question de savoir si l'autre qui se présentait à lui n'était pas en même temps un danger ou une menace. Tout à fait. Peut-être très rapidement, n'oubliez pas, tous ceux qui ont des questions, de les poser sur la partie Q&A. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. N'hésitez pas à continuer. Peut-être avant de poser justement les questions de nos participants, Michael Fessel, juste très rapidement, vous abordez dans votre livre un lien, vous faites dans votre livre un lien essentiel, qui est le lien entre la fragilité de l'intime, qui serait aussi une fragilité de la démocratie. Il se trouve que le hasard a fait que il y a eu presque une percussion entre le début de la période de confinement et des élections qui ont été un petit peu tronquées, puisque le second tour a été différé jusqu'à probablement la fin de ce mois-ci. Euh, et donc ce lien, cette fragilité qu'on a vue sur l'intime, serait aussi une fragilité de la démocratie. Est-ce qu'on pourrait expliciter un petit peu davantage ces enjeux-là et ce lien qui n'est pas si simple à faire? Oui, parce que souvent on oppose justement l'intime et la politique, ou l'intime et l'espace public, et on le fait, et d'ailleurs à raison, en disant que, en considérant en tout cas, ou en critiquant ceux des hommes politiques, c'est-à-dire la plupart d'entre eux maintenant, qui font étalage de leur vie intime, privée et amoureuse en particulier, familiale, bon, pour ou durant leurs campagnes électorales. Et on dit bon bah l'espace public et l'espace privé sont là confondus. Et on suppose qu'il y a une extériorité, bon c'est une thèse, hein, il devrait y avoir une totale extériorité entre l'espace public et l'espace intime. Alors je suis pas tout d'accord. Pas tout à fait d'accord avec cette thèse-là, non pas au sens où je pense que les hommes politiques ou les femmes politiques, mais c'est souvent les hommes, font très bien d'exposer leur vie intime dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Simplement, je crois que ce n'est pas l'intime en fait qui est montré, hein. Et d'ailleurs, on le sent bien, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, ça donne lieu sur les mêmes réseaux sociaux à toutes sortes de moqueries, d'ironies, précisément parce que l'intime, c'est quand même d'une certaine manière ce qui ne se montre pas comme ma possession, comme quelque chose qui doit me mettre en valeur, que c'est pas quelque chose, ce ne sont pas des liens qui rentrent facilement dans la logique sondagière ou de mise en valeur de soi. Donc quand je montre ma femme, regardez comme ma femme est belle, hein, si on veut pas d'exemple hexagonal, prenez Trump, bon, enfin bon, voilà. On voit bien au fond que c'est un intime dévoyé. Bon. Alors qu'en réalité, l'intime, si on admet de le définir un peu comme j'ai essayé de le faire à la suite d'Augustin, comme un lien, ça a un rapport avec la démocratie. Pour une raison d'ailleurs évidente, c'est qu'il y a eu une démocratisation de l'intime qui est inhérente, disons, au siècle, au XXe siècle, hein, déjà au XIXe. C'est-à-dire que les liens, parce qu'une fois qu'on a dit que l'intime, c'est des liens avec ceux que j'ai choisis, ou dont j'admets plutôt qu'ils disent de moi quelque chose ou qu'ils m'apprennent quelque chose sur moi que je ne sais pas déjà, bon, ceux auxquels je m'abandonne en quelque sorte, j'abandonne mes idées, mes faiblesses, une partie de mon corps, etc. Bon, la question se pose de la liberté de ces liens. Et on a pu montrer que, je prends un seul exemple, en même temps qu'on a commencé à démocratiser politiquement les liens entre les individus ou les citoyens, c'est-à-dire disons au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, eh bien, dans le même temps naissait une pratique intime qui était la rédaction du journal intime, généralement par des femmes. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les femmes se mettent à écrire ou à raconter leur mémoire. Alors pourquoi dans un journal intime? Précisément parce qu'il fallait que ni le mari, ni le prêtre à l'époque, ne puissent juger de ce qui était ici dit et qui relevait soit de la vie effective, soit de la rêverie de ces femmes. Autrement dit, l'intime, c'est une conquête. Le droit à l'intime, c'est-à-dire le droit justement à vivre des relations amoureuses ou même amicales à l'abri du jugement social et à l'abri des interdits
éventuellement sociaux ou religieux, l'intime, c'est une conquête démocratique. C'est pour ça, bon, la phrase que vous avez extraite, la fragilisation réciproque de l'intime et du lien démocratique, c'est-à-dire pour moi, ça n'est pas un hasard si, il faudrait beaucoup développer, hein, mais si bon, bah, le lien démocratique n'est pas, et là déjà avant la crise du coronavirus, n'est pas forcément aujourd'hui dans un très bon, on le voit bien au résultat de l'abstention, hein, sans parler des résultats électoraux eux-mêmes, mais à l'abstention des politiques, puisque vous évoquiez les élections, le lien démocratique n'est pas, je dirais, dans un excellent état. Bon, mais l'intime non plus. C'est-à-dire qu'en réalité, du fait que on est plutôt dans l'idée que nos liens, enfin on n'est pas dans l'idée, mais on nous invite à présenter nos liens amoureux ou nos liens amicaux comme, je pense à Facebook, le nombre d'amis, etc. Bon, de manière quantitative, il faut en quelque sorte démontrer qu'on est assez fort dans l'intime aussi. Bon, eh bien, je crois que c'est un peu une négation des liens intimes qui explique pourquoi finalement il y a un lien entre la promesse démocratique, celle, disons, d'une plus grande liberté des individus et d'une plus grande justice dans les rapports sociaux. Il y a un lien donc entre la promesse démocratique et puis la promesse d'un intime préservé. C'est-à-dire la possibilité de retrait. Hein. Il y a une formule, bon, euh, un fonctionnaire en principe a le droit de retrait. Bon, s'il considère que les conditions dans lesquelles il travaille ne sont pas, y compris pour des questions sanitaires d'ailleurs, ne sont pas remplies. Alors ce droit de retrait, moi, je trouve que c'est un droit qu'on devrait, je ne dis pas institutionnaliser, hein, mais qu'on devrait aussi pouvoir penser et puis revendiquer dans le champ de l'intime, c'est-à-dire précisément le droit de ne pas voir la société s'immiscer. La société, ça peut être l'État, ça peut être l'entreprise, hein, les GAFAM par exemple, s'immiscer dans ce qui mérite d'être préservé et qui, d'une certaine manière, est une expérience de la liberté. Hein. Car l'intime, c'est véritablement la possibilité d'entretenir avec certains autres, mais choisis et pas imposés, d'entretenir avec certains autres des relations dans lesquelles justement ce qui d'habitude est considéré comme de la pudeur, etc., n'a plus lieu d'être. Hein. C'est-à-dire on peut montrer à l'autre ce qu'on ne montrerait pas à tous les autres. Et cette expérience de la liberté-là me paraît être tout à fait compatible, et même, je dirais, nécessairement compatible avec l'exigence démocratique. Merci beaucoup. On va passer aux questions des participants, sur lesquelles l'exercice va être un peu compliqué parce qu'on a un peu de temps et l'idée va être d'essayer d'être synthétique dans les réponses Oui, pour pouvoir. je suis désolé, je parle, mais c'est ça, je ne vois pas votre regard, comment dirais-je, accusateur quand je parle trop longtemps, hein, je m'en excuse. Aucun problème. Je vais essayer d'être synthétique et de prendre plusieurs questions à la fois. On a pas mal de questions justement. Vous parliez des GAFAM, sur la confusion qu'on a à montrer, ou le plaisir qu'on a depuis bien avant le confinement, à montrer son intimité sur les réseaux sociaux. Donc justement, est-ce que quelque part cette confusion entre quelque part cette attrition de l'intime comme ce qu'on ne montre pas, vu que maintenant on montre tout, n'est pas quelque chose qui était déjà là bien avant le confinement, à travers ces réseaux sociaux et notamment Facebook, j'imagine que c'est à ça que pensent nos participants. Oui, bien sûr. De toute façon, le confinement, à mon avis, a beaucoup plus accéléré des processus qu'il en a créé de nouveaux, où il a plutôt manifesté des tendances qui existaient avant. Alors, en particulier celle-là, je crois que je dis de ça sans en être absolument certain, parce que je suis pas, je me maintiens autant que possible extérieur à la chose. Mais enfin, l'application qui me paraît être la plus révélatrice de cette monstration, si je puis dire, de l'intime. Monstration qui est plutôt une démonstration. Hein. Je veux démontrer que j'ai beaucoup d'amis, que je vis des choses. Bon, c'est, je crois, celle qui s'appelle Snapchat, Oui. qui consiste, vous me corrigerez si c'est une autre, hein, mais qui consiste bon, à envoyer des photos de ce qu'on est en train de vivre. Alors je vois ça, moi, bon, enfin on voyait ça, maintenant on commence à le revoir dans les restaurants, quand bon, bah, à peine le plat arrivé, il faut l'envoyer, puis ensuite il est déterminé au nombre de vues. Quoi. C'est-à-dire plus l'image est vue, plus elle reste longtemps sur le, enfin vue ou comment dirais-je, marquée par ceux qui la voient, plus elle reste sur le réseau. Alors c'est vrai que bon, on voit la même chose d'ailleurs quand on voit dans des musées ou je sais pas, devant un spectacle naturel des gens, et je veux pas du tout là faire le jugement du philosophe qui voit les choses de haut, hein, ça m'arrive de le faire aussi. Bon bah au lieu de regarder ce qui leur est donné à voir, ils prennent ça en photo pour ensuite les envoyer. Alors là, il faut se poser une question effectivement de
sans parler évidemment de ce qui est vraiment intime, hein, c'est-à-dire de l'envoi, de démonstration de soi, de ses relations amicales, amoureuses, etc., sous la forme de l'image. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. En fait, le principe d'envoyer du direct, de faire du direct, ça s'appelle faire une story. Donc c'est valable sur Instagram, sur Facebook. Voilà, il y a possibilité en fait d'envoyer en temps réel ce que l'on est en train de faire et demander l'avis des gens. Donc voilà, c'est faire une Très story. bien, merci. Vous confirmez que c'est encore pire que je pense. Merci, Mais merci Arnaud. alors maintenant, la question qui se pose, enfin qui se pose pour moi, hein, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a ce désir. Je répète, je m'en extrais pas, même si je m'arrange pour ne pas pouvoir le faire techniquement, comme ça m'évite d'avoir envie de le faire. Parce qu'évidemment, je prends l'exemple le plus caricatural. Bon, à force d'envoyer des photos de ce qu'on est en train de nous servir à manger, ben, ça refroidit, et puis finalement, bon. Alors, moi, je pense que, il me semble que on est dans des sociétés, bon là, c'est pas très original, hein, de l'image, et dans les sociétés de l'image, on n'est jamais bien sûr de vivre ce que l'on vit et de voir ce que l'on voit, de manger ce que l'on mange. Enfin bon, c'est-à-dire, on n'est pas sûr, au sens évidemment, on sait qu'on mange, on sait qu'on voit, mais on n'est pas sûr que finalement, ce qu'on vit est vraiment intense, quoi. Et on a besoin pour ça d'avoir la sanction, hein, au sens positif des autres. C'est-à-dire, plus j'aurai de vue de ce que je vois, plus ce que je vois aura été revu, ou plus ce que je vois aura été vu par d'autres et sanctionné par d'autres, positivement, avec les petits pouces bleus, ou bon, et bien plus je suis sûr que ça aura existé. Il y a une tradition philosophique comme ça, qu'on appelle l'idéalisme radical, consistant à dire, bon, par exemple, là, je suis en train de, ça date du 17e, hein, on est bien avant Snapchat, bon, bon, moi, dans le moment où je vois le verre qui est devant moi, je suis sûr qu'il existe, je le perçois, hein. Mais enfin, qu'est-ce qui me garantit que quand je ne le verrai plus, c'est-à-dire quand mon regard ira porter sur autre chose que le verre que je suis en train de voir, qu'est-ce qui me garantit qu'il continuera à être là, lui? Bon. Alors, évidemment, dans la tradition idéaliste dont je parle, bah, il y avait un grand garant qui était Dieu, hein, parce que lui, il perçoit tout le temps, donc ce qui fait que même je peux être sûr que le monde continue à exister, même quand je ne le vois pas, parce que lui, il perçoit tout. Bon. Tout le temps, je veux dire. Bon, nous n'avons plus de Dieu, mais nous avons les GAFAM. C'est-à-dire que, enfin, nous n'avons plus de Dieu, je veux dire, socialement, hein, pour les individus, beaucoup ont encore un Dieu, mais et quand on a moins, quand Dieu est moins présent, ben évidemment, bon, c'est pas pour rien qu'on emploie l'image du Big Brother, c'est-à-dire l'idée que finalement, il faut toujours, et ça part pas forcément de quelque chose de négatif, hein, c'est-à-dire pour être sûr que ce que je vois, je le vois, ou pour être sûr que ce que je me vais manger est bon ou que c'est joli, etc. Ma tendance, c'est d'avoir le regard des autres qui va venir se confirmer ou qui va venir confirmer, pardon, mon expérience. Et il n'y a rien à dire forcément à ça. Ça part d'ailleurs du principe de l'intime, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de vivre mes expériences tout seul. Les expériences que je fais, les plus importantes, les plus intenses, les plus denses, il faut que je les partage, parce qu'elles impliquent une altérité. Bon. Évidemment, la difficulté quand on va sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus dans l'intime, c'est-à-dire qu'à partir d'une demande d'intime, de lien intime, et bien évidemment, on les partage de manière indifférenciée, c'est-à-dire avec tout le monde, enfin tout le monde, potentiellement tout le monde, ou en tout cas on peut choisir sur une liste, mais qui souvent devient très grande. Bon. Et c'est là où, effectivement, il y a une difficulté, je crois, dans les sociétés numériques ou fondées quand même sur les réseaux, à reconquérir le sens de la réalité de l'expérience. C'est-à-dire ne plus avoir forcément besoin de la sanction des autres, de leur petit pouce bleu, je répète, pour être sûr d'avoir vu quelque chose et de l'avoir vécu. Et, euh, et d'ailleurs, en règle générale, hein, je dis ça, je n'ai pas fait d'études sociologiques sur ce sujet, mais je pense que quand une relation intime, mettons amoureuse, se met en place, réelle, hein, on a moins besoin d'avoir ou de mettre en scène en moyenne, tout ce que l'on vit, parce que précisément, le fait de le vivre intensément, je sais pas, faire un voyage et voir des belles choses, ou aller dans un musée avec quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas la même chose que d'y aller tout seul. Bon. Et quand on le fait avec quelqu'un qu'on aime, en général, on a une possibilité de faire part de ses sentiments, de faire part de la beauté de la toile que l'on voit à quelqu'un à qui on a confiance pour le faire, et qui donc, on rentre dans un dialogue, qui pour le coup devient une sorte d'intime dans lequel on partage l'expérience. L'expérience n'est réelle que si elle est partagée. Ça, c'est la force des réseaux sociaux, ça c'est vrai. Par contre, la question est de savoir s'il faut la partager avec tout le monde et de manière indifférenciée pour qu'elle devienne réelle. Au risque, hein, je dis un mot, je parle encore une fois trop longtemps, mais au risque évidemment, et ça on s'en rend compte aussi, hein, que bon bah il y a évidemment un danger à mettre en scène son intime
pour des personnes ou pour une personne, on a un danger maintenant à la voir. Il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est une machinerie qui ne connaît pas l'oubli, à la voir diffusée partout, hein. Je ne citerai pas un ancien candidat éphémère à la présidence, pardon, à la mairie de Paris. Enfin, bon, il est clair que il faut faire attention, je dirais, maintenant, à ne pas vouloir montrer des parties de soi, si j'ose dire, à quelqu'un et de se rendre compte qu'ensuite ils sont montrés à tous. Moi qui pensais censurer la question sur l'ancien candidat dont vous parlez. Ah, ah, il y en avait une. Voilà, écoutez, je l'ai en... Mais il y en a bien une. Euh, on a aussi beaucoup de questions sur le fait qu'on est sorti du confinement, mais pas de ce qu'on appelle, du coup, faussement, peut-être, ou en tout cas improprement, la distanciation sociale, avec quand même des artefacts qui sont les masques, avec des rituels, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours tendance à aller serrer la main et à me rendre compte au dernier moment que ben non, faut pas. Donc finalement, plusieurs de nos participants nous demandent si on n'est pas dans une continuation, une poursuite du confinement par d'autres moyens, chacun étant dans sa bulle, derrière sa visière ou derrière son masque, séparé des autres, et donc justement, comme si le lien soit était appelé à prendre d'autres formes si on est optimiste, soit était durablement altéré si on était moins. Bah, on parlera essentiellement des masques, hein, parce que bon, on a tellement parlé des masques, en particulier pour dire qu'il n'y en avait pas assez, maintenant il y en a trop, mais Et que que c'est c'était pas la devenu, bonne j'ai forme, que fait c'était pas le bon modèle, que voilà, et puis c'est l'immunologie du masque. et bien sûr, je laisse de côté ce qui est le point fondamental, c'est-à-dire, bon, bah, dans les hôpitaux, ça c'est sûr que quand même, les soignants, il faut qu'ils aient des masques, hein, bon. Mm. Maintenant, il y a eu une sorte de désir de masque, moi, qui m'a paru un peu suspect, et qui me paraît toujours suspect quand je vois, il n'y en a pas tellement d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous voyez vous, mais enfin, dans la rue, j'en vois pas tellement, enfin, j'en vois quand même. Parce que quand je dis suspect, ça veut dire c'est pas évidemment bon les gestes barrières, ils doivent être pratiqués pendant la période où l'épidémie circule. Le problème, c'est qu'elle risque de circuler assez longtemps, même sans de redevenir vraiment forte. Bon. Mais c'est l'imaginaire qui les entoure. Or, il est évident que le masque, c'est typiquement un imaginaire de la défiance, hein, alors, c'est plutôt pris, en principe, d'après ce qu'on nous dit beaucoup de choses hein, sur les masques, mais enfin, c'est plutôt un acte au départ altruiste, en un sens, puisque ça ne Protection de soi et des autres, c'est comme voilà, ça ça que ça protège pas disait. tellement soi que les autres, mais cela dit, ça installe pour ceux qui n'en ont pas, hein, soit parce que d'ailleurs ils n'en ont pas, soit parce qu'ils ne veulent pas en mettre, hein, mais même parfois on n'en a pas sur soi, d'emblée l'idée que l'autre est une menace, quoi. C'est-à-dire, alors, il l'est peut-être de fait, hein, je ne dis pas le contraire, bon, encore qu'on a beaucoup je suis pas sûr que de croiser quelqu'un dans la rue, de le croiser simplement sans avoir de masque soit forcément très dangereux, mais enfin je ne vais pas non plus rentrer maintenant. Tout le monde est devenu un peu virologue pendant cette période, donc je ne vais pas le faire à mon tour. Mais c'est plutôt cet imaginaire, je dirais, il y avait quand même un principe qui a même fait l'objet d'une loi à un moment, selon lequel on n'allait pas dans l'espace public le visage masqué. Bon, qu'on peut considérer comme valable parce que si on est masqué, on ne peut pas se faire reconnaître par la police, par exemple, ou les caméras de vidéosurveillance. Moi, c'est pas tellement cet aspect-là qui me. C'est parce que ça marque une défiance, un écart, une séparation des corps, quoi. Mm. Et, euh, et en particulier, Et une impossibilité d'un certain type de contact, même amical, même oui, social. et de contact, en l'occurrence, le masque, c'est même le contact. Bon, après, on peut même pas, on peut pas non plus se serrer la main. Bon, mais là, le masque, ça, c'est un contact même visuel, hein. Mm. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas. Moi, je le vois en particulier. Bon, je ne le vois pas d'ailleurs. Quand je fais des conférences visio, ou ce qui risque malheureusement d'arriver des cours hein, en visio à la rentrée. Bon, ne pas voir à qui on parle et ne pas pouvoir déchiffrer sur son visage, sur leur visage, s'ils sont plusieurs, bon, est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que je fais un tunnel, est-ce que ça ne va pas, etc. Bon, ça annihile, en tout cas, ça annule beaucoup alors là, en l'occurrence, du cours comme tel, et le cours, c'est une expérience sensible, hein, Mm. une conférence, c'est une expérience sensible, même s'il y en a qu'un qui parle pendant un temps avant que les autres répondent, etc. Bon, mais quand même, on voit les autres, on interprète le regard, le visage, le sourire, ou le contraire d'ailleurs. On dit qu'on sent son public aussi. Enfin, Voilà, il y a cette dimension sensorielle, en tout cas. parce que qu'est-ce que c'est finalement et le cours, c'est un peu une forme d'intime hein, qui se propage, ça dure 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures, bon, mais c'est-à-dire il y a quand même quelque chose, un événement unique en principe,
Là aussi, bon, une fois qu'on est filmé en permanence, ben, ça veut dire qu'on le reduplique à l'infini. Bon, c'est un événement unique dans lequel, bon, ben, il y a ceux qui sont là, et puis il y a un échange qui se constitue, un échange qui n'est pas fait que de paroles. Il est aussi fait de la manière dont le visage s'anime ou ne s'anime pas d'ailleurs. Quand il ne s'anime pas du tout, bon, bah là, il faut sentir qu'il faut changer de registre. Bon. Alors ça me paraît être un imaginaire de la défiance des autres qui, s'il est généralisé à l'ensemble de la vie sociale, est quand même assez problématique. En plus, bon, ça rappelle quand même quand, parce qu'il y a des régions d'Asie où on continue à mettre des masques, alors même dans les périodes hors épidémie, hein, personnellement, je le dis franchement, j'aimerais pas trop que ça s'installe en France, parce que bon, bah, ça veut dire qu'on vit à l'ombre de la maladie en permanence, à l'ombre de la maladie et de la possibilité de la mort, et de la mort en tant qu'elle viendrait du corps de l'autre. Alors là, déjà qu'on a un lien social qui est assez fragilisé en France et potentiellement violent, je dirais que je suis pas sûr qu'on puisse encore s'autoriser ou se permettre d'avoir une telle défiance généralisée à l'égard des autres. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, je ne sais pas si vous aurez des réponses parce que c'est des questions qui sont extrêmement générales mais qui se posent néanmoins. Vous parliez justement de certaines sociétés où on se masque peut-être plus facilement. On a la question aussi de la dimension culturelle de l'intime. Il est évident qu'il se vit probablement différemment en Occident et dans certains autres pays d'Asie ou d'Afrique. Mais en tout cas, on a cette question sur dans quelle mesure l'intime est-il un invariant, est-il sensible aux différentes cultures? Oh ben, l'exemple, bon, c'est tout à fait vrai que c'est une notion qui, telle que je l'ai définie, appartient à l'Occident, et même d'ailleurs à sa On pense à dimension, Saint-Augustin, effectivement, c'était et même sa dimension chrétienne. Bon, après, si vous voulez, la mondialisation, finalement, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Si je la résume en une phrase, c'est quand même l'occidentalisation du monde, hein. C'est-à-dire, bon, certes, l'Occident comme tel, et surtout l'Europe, n'est plus la puissance qu'elle a été, mais c'est néanmoins par la généralisation de ces principes, ou d'un certain nombre de ces principes, que se caractérise la mondialisation. Maintenant, effectivement, il y a des différences notables, mais si on reste rien que sur l'exemple des masques, bon, moi je ne suis pas anti-masque, hein, mais les masques qu'on nous met sur le visage ou qu'on nous demande de mettre sur le visage, la plupart du temps, c'est des masques chirurgicaux. C'est quand même très, très différent de sociétés ou de cultures dans lesquelles, pas à tous les instants de la vie d'ailleurs, mais dans lesquelles on doit se masquer ou se grimer. D'ailleurs, nous aussi, on se maquille. Enfin, nous, souvent les femmes, mais on se maquille. Bon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire il faut la pureté du visage naturel. Ça n'aurait pas de sens. L'une des caractéristiques de l'être humain, c'est l'artifice. Bon. Maintenant, un masque qui est fait ou dessiné ou peint ou de couleur que l'on met sur le visage, le phénomène du tatouage, qui nous singularise comme individu, c'est une chose qu'il faut à mon avis distinguer du masque hygiénique qui nous universalise en quelque sorte. C'est-à-dire nous avons, enfin, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, c'est les fois où, quand même, il ne faut pas non plus être, on dirait toujours dans le négatif, hein. Bon, je dirais, les fois où on peut quand même un peu rire des masques que l'on voit dans la rue, c'est précisément quand ils sont originaux, singularisants, et qui ne donnent pas l'impression, si vous voulez, que la rue est devenue un service d'urgence hospitalière. Donc, de ce point de vue-là, il y a de l'inventivité, même dans les. Et il y a même eu de l'inventivité dans les gestes barrières, bon, puisqu'on ne peut pas vraiment se toucher, bon, bah, comment on fait, etc. Donc, au début, il y a des manières, je dirais, des subterfuges qui rendent les choses un peu plus supportables quand même. Mais ça n'enlève pas le fait qu'à mon sens, on devrait se méfier de l'imaginaire où effectivement nous devenons en quelque sorte notre propre frontière, quoi. C'est-à-dire plutôt une barrière, c'est-à-dire que nous sommes un danger pour les autres pour nous, et que seule la distance physique et le silence, d'une certaine manière, sont des protections. C'est sur cet appel à préserver l'intime et à ne pas y faire barrière qu'on va se quitter. On arrive au bout de l'heure qu'on s'est donnée. Je remercie beaucoup Michael Fussel de s'être prêté à l'exercice. Ben, merci à vous, et dans l'espoir qu'on pourra un jour se voir en vrai, comme on dit. Volontiers. Et puis merci à tous les participants qui se sont connectés et que nous n'avons pas du coup pu voir, ni même dévisager. Merci aussi à Arnaud à la technique et aussi à Marie Bresson qui m'a beaucoup aidé à préparer cette série d'émissions. Et puis je vous donne rendez-vous d'ici 10 jours, je crois, pour une nouvelle Minute de l'X. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.